Allô, merci. Merci de l'invitation au RQ parle. Donc, c'est ça, effectivement, je suis Félix Pajot, je suis médecin en gériatrie. J'ai fait un parcours en médecine interne, puis une formation en gériatrie. J'ai aussi une formation de maîtrise en éthique et en philosophie, puis une formation complémentaire en bioéthique empirique à l'Université de Bâle. Je vous présente une partie dans le fond, des données. Ici, c'est les données issues de ma maîtrise, justement. Une question bien particulière qu'on avait posée aux participants, dont je n'avais pas eu le temps encore d'analyser les données. Donc, je vais vous présenter ça aujourd'hui. La question de la belle mort. Euh, donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi Mme Ariane Plaisance, là, qui est l'auteur principal de l'article qui va être issu des données, qui m'a aidé à structurer quand même beaucoup la pensée autour de la belle mort et de Vincent Marchildon, qui est un résident en gériatrie à l'Université Laval, qui a aussi contribué à l'analyse des données et des résultats que je vous présente aujourd'hui. Les objectifs sont quand même assez simples. C'est qu'à la fin de la présentation, l'auditoire pourra comprendre le contexte de notre étude, saisir le sens de la bonne et belle mort pour nos participants, avoir une réflexion en lien avec la belle et bonne mort, surtout à la suite de la présentation des résultats et de notre étude. Donc, au niveau du plan, je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte de l'étude, la question qui a été posée à nos participants, la méthodologie utilisée pour l'analyse la récolte et l'analyse des résultats des données. Qui sont nos participants? Je vais vous présenter aussi les résultats, présenter une discussion plus classique, ensuite une conclusion, puis on va parler de la suite, quel est le but là, de cette étude pour la suite, mais aussi j'aimerais vous entendre sur vos perspectives à vous sur ce qui est une belle ou une bonne mort, comme spécialiste ou gens qui travaillent en soins palliatifs. Donc, au niveau du contexte, au niveau social, selon l'auteur Philippe Ariès, là, qui a publié avec son équipe déjà en 78, il y aurait, selon lui, une modification importante au niveau sociétal par rapport à notre vision de la bonne, de la belle mort. La mort est passée d'une vision d'une mort plus apprivoisée, qui serait une mort, il manque ici la parenthèse, mais une mort qui était dans laquelle la personne participait activement, vue dans un contexte social ou dans la vie d'une personne comme une étape finale où il y a vraiment c'était fait avec la famille, les proches au chevet, ou qui était dans un contexte accidentel, et là, on devrait apprivoiser comme personne qui entourait la personne décédée, la mort de cette personne-là, justement. Donc, c'était une mort qu'on appelait plutôt ce que nommé Philippe Arès comme une mort apprivoisée. Donc, on apprivoisait la mort, soit que ça s'en venait progressivement, puis on la voyait venir, puis ensemble, on y faisait face, ou la mort a été subvenue et le groupe faisait face à la mort de ces individus. Et maintenant, on serait rendu plus à ce qu'on appelle la mort inversée. Donc, une mort qui est plus médicalisée. Donc, souvent, les gens meurent plus à l'hôpital, plus entourés d'une équipe médicale, moins avec tous leurs proches au chevet ou quelques proches sélectionnés. Ce n'est pas toute la famille qui se déplace pour venir voir la personne, en tout cas dans la majorité des cas. Puis même, il y a plus de gens qui meurent seuls. Donc, on est dans une mort à son sens inversé, au sens de la mort classiquement était vécue en groupe, et là, on la vit plutôt dans un milieu spécifique, dans des soins qui sont plus hospitaliers. C'est une vision là, de Philippe Arès qui est critiquable, mais c'est une vision qui, en tout cas, regroupe beaucoup ce qu'on entend comme critique là, actuellement dans le contexte social. L'abonnement aussi, selon l'Institut de médecine de 2015, définit vraiment une bonne mort comme une mort qui est sans souffrance ni aucune détresse. Donc, c'est ce qu'on verrait comme une bonne mort. Puis au Québec, ben, vous n'êtes pas sans savoir que l'aide médicale à mourir a été étendue là, à plusieurs groupes selon la loi 11 récemment votée. Donc, il y a vraiment ce contexte-là aussi à tenir en compte quand on parle de belles et bonnes morts. La question est notre méthodologie maintenant. Donc, au niveau de la question, c'était vraiment une question parmi un questionnaire fait à des participants là, pour ma maîtrise, comme je vous dis, qui était plus en lien avec le niveau de soins conflictuels en gériatrie. Donc, il y avait plusieurs personnes qui y participaient, soit des gens qui étaient
à l'UCDG, donc à l'unité de courte durée gériatrique. C'était multicentrique, donc ça comprenait les UCDG du sud de la capitale nationale. À l'époque, qui était à l'Enfant Jésus et au CHUL, qui est maintenant à Saint-Sacrement. Là. Mais quand j'ai fait l'étude, c'était vraiment à l'Enfant Jésus que se trouvait l'UCDG et du 6 Chaudière-Appalaches, surtout l'UCDG qui se trouve à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Pourquoi là, ces UCDG-là? Parce que c'était vraiment le personnel spécialisé en gériatrie, donc des gens comme moi qui avaient passé par la médecine interne, puis ensuite par la gériatrie. Donc, ça sélectionnait vraiment un type de patient particulier, donc des patients avec un profil très gériatrique, là, soit des troubles cognitifs ou des troubles de mobilité importants, ou les deux, et leurs proches. Ensuite, le personnel, il y avait bien sûr là, les médecins, mais aussi les infirmières qui étaient inclus, préposés aux bénéficiaires. Il y avait des ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleuses sociales, infirmières et pharmaciens visés, mais on n'a pas eu de pharmacien ni de travailleurs ou travailleuses sociales d'inclus dans nos entrevues. On faisait un recrutement en boule de neige là, selon la saturation. Donc, on allait vraiment viser euh, un conflit qui était survenu. On essayait de souvent passer par les médecins qui nous référaient les patients ou leurs proches et un autre professionnel de la santé pour avoir une genre de triade par boule de neige. On n'a pas eu exactement ça parce qu'il y a des gens qui sont arrivés aussi par notre recrutement, là, des professionnels sans passer par les médecins qui nous ont communiqué directement leur intention de participer à l'étude. Mais c'est dans le contexte où il y avait des conflits, il y a eu des situations où il n'y avait pas de conflit en lien avec le niveau de soins dans nos entrevues. Ces entrevues semi-dirigées de 60 à 90 minutes, puis on a analysé ensuite selon les principes usuels de Creswell là, par une analyse en spirale en 4 étapes. Je vous dis tout ça d'abord avant la question, parce que la question, ce n'était pas la question de notre étude là, sur les conflits de niveau de soins, c'était plus une sous-question dans nos questionnaires. Donc, qui venait presque à la fin des entrevues semi-dirigées où on demandait, là, après avoir parlé des conflits, qu'est-ce que pour la personne est une belle ou une bonne mort? Ce qui nous a amené aussi là, à ressortir ces éléments-là dans l'analyse de Creswell. Donc, dans les 4 étapes, c'est vraiment d'abord d'analyser le corpus de données, de faire des annotations, de créer des codes et à partir de ces codes-là, associer des bouts de verbatim pour amplifier l'importance de certains codes ou diminuer. Puis à la suite de ça, on arrive vraiment avec une idée plus précise de ce qu'on entend par des concepts de belle ou bonne mort pour les personnes interviewées. Ce qui est important aussi, c'est de parler des participants. On avait, pour la question de la belle ou bonne mort, c'est surtout des patients et proches, là, des patients gériatriques qui étaient quand même aptes pour la majorité à répondre à nos questions. On pouvait inclure des patients inaptes, mais on n'a pas eu de patients inaptes au sens du consentement aux soins, qui est les soins qui sont compris dans le niveau de soins. Donc, on avait tous des patients aptes et ou leurs proches. Il y a eu 5 médecins gériatres qui ont participé aussi spécifiquement à la question de la belle et bonne mort qui ont répondu de façon assez claire pour qu'on puisse les inclure dans les analyses. 7 professionnels aussi, là, dont des ergothérapeutes, physiothérapeutes, infirmières. Comme je dis, il n'y avait pas de pharmaciens ou travailleurs sociaux qui ont participé pour cette question-là. Les préposés aux bénéficiaires étaient dans un groupe à part là, de discussion, donc ils ne sont pas inclus dans les résultats que je vous présente. Donc, souvent, ce qui était noté par les participants, c'est que une bonne mort ou une belle mort, c'est une mort qui est absente de souffrance, où on a un confort du début à la fin dans le processus de décès, qu'il n'y a pas de détresse ni inconfort, qu'il y a quand même un support de l'équipe soignante, mais aussi des proches et des autres. Donc, les gens nous disaient, je veux être entouré de ma famille, je veux que l'équipe soignante soit présente, je ne veux pas me sentir seul, je ne veux pas être isolé. Puis dans un environnement paisible. Donc, c'est vraiment les choses sur lesquelles la majorité de nos participants s'entendaient. Là, c'est vraiment ce qui est ressorti de nos entrevues. Euh, la chose à dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que les gens nous disaient, ben la mort, de quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez, là, dans les demandes de précision, est-ce que vous parlez du moment de la mort? Puis là, il y a des gens qui, même à la blague, répondaient, ben là, on est mort, on est mort. Là, ça s'est fait. Donc, il y avait le point d'inflexion ou le moment précis de je suis vivant au moment où je suis mort. Ça, ce serait la mort. Mais la majorité des résultats plus intéressants, en fait, à analyser, étaient de dire, ben oui, à ce moment-là, là, on est vivant, puis après, on est mort. Donc, une espèce d'inflexion, comme je vous dis, ou un moment précis, mais tout ce qui se passe avant, justement, ce moment-là. Donc, il y a le moment de la mort, mais c'est plutôt les moments où la personne, vraiment, une bonne mort, une belle mort, ça, c'est plus, c'est beau, ça va bien,
dans la période là, proche du décès, finalement. Pas du décès en soi, mais quand on arrive, pour ces éléments-là. Parce que ici aussi, il y a l'autre élément intéressant là, de souligner, c'est l'opposition dans l'état de conscience. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui nous disaient, bon, dans cette période-là, près du moment de mourir, donc dans les moments, les minutes, les jours peut-être qui précèdent, on veut être éveillé, on veut être conscient. Donc, les gens veulent dire, je vais avoir toute ma tête, je vais être là, je vais être présent, être autonome. Donc, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends la décision. Je veux que ce soit, j'en ai encore toute ma tête pour être capable de prendre des choix autonomes. Puis, je veux être aussi entouré de mes proches. Donc, pour régler des conflits, gérer des choses avec les gens. Donc, je veux être là pour dire au revoir à mes proches de la bonne façon. Donc, c'est ça pour moi la bonne mort. Donc, vraiment, le processus finalement de décès. À l'inverse, il y a d'autres gens qui disaient non, moi, je veux que ça soit vite. Je veux que ça soit rapide, je veux être inconscient, je veux mourir dans mon sommeil. Donc, me coucher puis mourir, jamais me réveiller finalement. Ou mourir d'un événement là, médical foudroyant qui va faire que finalement la mort n'est pas un processus sur un moment donné où ça se passe, mais c'est vraiment un point dans le temps, puis on est bien, là, ça arrive. Donc, où on est éveillé, conscient, on s'endort ou on a un événement majeur, un saignement ou quelque chose qui arrive, là, qui fait qu'on est inconscient tout d'un coup. Donc, il y avait vraiment cette opposition-là de dire, je veux prendre le temps de dire au revoir, mais aussi l'autre côté, de dire, oh non, je veux pas prendre le temps de dire, je veux que ça arrive tout d'un coup. Puis dans un sens, souvent les gens vont dire, ben, pour ma famille, mes proches, ma relation, je veux que ça prenne du temps pour être capable de faire que les gens fassent leur deuil, puis que je sois capable de leur parler, puis qu'on soit conscient ensemble de ce qui m'arrive, puis qu'on puisse passer au travers ensemble. Mais ça, c'est des gens vont dire non, pour moi, personnellement, je veux partir vite, puis je ne m'en rende pas compte, finalement. Donc, une espèce d'anesthésie je meurs un peu anesthésie il se passe, je sens pas rien, puis ça se passe. Mais ça, là, oui, je réalise ce qui se passe en étant bien confortable dans un environnement paisible, mais entouré, être capable de dire au revoir finalement aux gens qui m'entourent. C'est les deux choses. Puis l'opposition était beaucoup sur moi, pour moi, ça serait rapide et inconscient. Mais pour ma famille, pour les autres, je voudrais qu'on prenne le temps puis que ma mort soit échelonnée sur quelques jours ou en tout cas, ça ne se passe pas trop vite pour que j'aie le temps de parler à tout mon monde ou aux gens importants dans ma vie. Donc, ça, c'était nos résultats. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous, mais au niveau de la discussion maintenant. Donc, par rapport à ce projet-là, les forces, ben, effectivement, c'est un projet qui est quand même multicentrique, qui est transversal. On a vraiment été voir l'opinion de plusieurs personnes qui entourent les soins gériatriques. Il y a quand même un lien avec la littérature, là, surtout sur la littérature avec l'aide médicale à mourir, de dire ben, le confort, l'environnement, dire au revoir, comment ça se passe, mais les soins pâles aussi en général. Puis bon, on dit souvent dans la littérature en général d'améliorer les soins palliatifs pour justement offrir ce confort-là, l'environnement, la famille, la présence, pour que les choses se fassent de façon la moins souffrante possible, avec le temps de dire au revoir. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup quand même d'études sur la question qu'on a ressorti, en tout cas dans notre équipe, sur vraiment des études qualitatives avec des entrevues semi-dirigées sur qu'est-ce qui est la bonne ou belle mort en gériatrie, spécifiquement, là, avec des populations gériatriques et des soignants qui traitent la population gériatrique. Donc, il y a quand même certaines nouveautés de notre étude. Par contre, ben, il y a quand même certaines limites là, faut mentionner que c'est une petite étude là, qu'il faudrait quand même reproduire. Puis ce n'était pas non plus designé, là, vous me permettrez l'anglicisme, là, mais le design ou la méthodologie n'était pas spécifiquement pour la question de la belle ou bonne mort. C'était une question là, qu'on avait mis dans la question des conflits pour voir est-ce que le conflit sur le niveau de soins pouvait avoir un lien sur notre perspective sur ce qui est une bonne mort. Finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lien direct, mais c'était vraiment deux sujets complètement, pas complètement, mais assez différents où le lien n'était pas si clair de dire, ben moi, une bonne mort, c'est tel type de mort, donc mon niveau de soins va être, je veux l'orienter dans ce sens-là, ou inversement, bon, là, je veux que ça soit vite et rapide, donc je veux un niveau de soin D, ou je veux que ça soit plus confortable, je veux un niveau de soin A, etc., où les conflits n'étaient pas en lien nécessairement avec les perspectives sur la mort. Parce que, comme je vous dis, dans la majorité de nos participants, la dichotomie était plutôt entre je veux que ça se passe lentement, puis avoir le temps de revoir, ou je veux que ça se passe vite, puis pas m'en rendre compte.
Donc, comme conclusion, ben, c'est une étude à refaire plus largement, puis pas et seulement vraiment axée sur la question de la belle ou bonne mort, même d'en faire quasiment deux questions, la belle mort ou la bonne mort, qui n'est pas exactement la même chose, là, une mort qui est belle ou une mort qui est bonne, au sens éthique finalement. Puis là, je vous soumets une question pour la discussion, mais je suis sûr je vois déjà des questions dans le chat, là. Euh, Est-ce que la mort est vraiment inversée dans nos sociétés? Puis est-ce que, là, je suis allé récemment, là, c'est pour ça que la question m'est souvenue, mais une présentation au CMDP du Sud de la capitale nationale, un coroner qui est venu nous parler, qui nous dit, ben, quand la mort survient à domicile, souvent on implique le coroner parce qu'il y a un doute, est-ce que les gens auraient dû consulter, aller à l'hôpital, ou est-ce qu'ils ont vraiment trop attendu? Donc, est-ce que notre système actuellement est orienté vraiment pour justement médicaliser la mort, puis s'assurer que avant que la mort survienne, tout a été fait? Puis même quand la mort survient, ben, il faut aller à l'hôpital. Quand quelqu'un meurt devant nous, on ne peut pas juste décider que la personne est morte, puis on va faire le constat à la maison. On a comme une inquiétude d'avoir été négligent, finalement. Donc, de là, ce qui amène à la mort plus inversée ou la mort médicalisée. Donc, gardez cette question-là en tête. Donc, pour la suite, aussi, une autre question que je soumets au groupe là, de chercheurs. Ben, on vise une publication dans Mortality, là, le journal, mais peut-être que ce n'est pas le bon journal. Peut-être que vous auriez d'autres conseils, puis peut-être des commentaires pour améliorer notre article, là, finalement. En fait, ce que je présente aujourd'hui, c'est vraiment un résumé de notre article. Donc, il y a peut-être des points à ajouter, des précisions que vous pensez pertinentes, ou un journal qui est peut-être plus adapté pour notre publication. Donc, les références sont ici.